de Troyes présente l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. Bonjour à tous, aujourd'hui au programme de ce Tour de France, 154 km 500, une étape beaucoup plus tranquille dirons-nous que celle qui nous a été offerte hier avec Bernard Thévenet, avec Jean-René Godard, Jean-Paul Olivier. On va vous faire vivre une étape qui sera peut-être un petit peu plus tranquille, pour ne rien vous cacher. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au début, depuis, si je puis dire, le début de cette étape, puisque les premières escarmouches, les premières attaques viennent de se développer, avec notamment Steinhauser de l'équipe Refine. Alors avec Bernard Thévenet, on a découvert il y a quelques instants que Steinhauser faisait le Tour de France, car c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de citer son nom, ce jeune coureur allemand donc qui n'a aucune victoire à son palmarès, mais qui a le mérite d'être assez frais aujourd'hui quand même, au terme de ce tour, pour donc compter 28 secondes d'avance sur un groupe de 9 coureurs qui vient de se détacher du peloton également. Donc nous sommes ensemble pour assez longtemps parce que le Tour a du retard aujourd'hui. Alors que Steinhauser compte 45 secondes d'avance sur le peloton. Alors tout de suite des précisions. Hier, nous avons eu l'occasion de vous signaler que nos amis Patrick Poutrou de l'équipe et Jacques Garcia, son pilote moto, avaient été victimes d'un accident de moto assez spectaculaire. Bien heureusement, le communiqué médical nous annonçait très vite que les blessures étaient spectaculaires, profondes, mais qu'elles devraient permettre à Jacques et Patrick de poursuivre le Tour de France. Alors Jacques et Patrick sont des figures de ce Tour de France. Ils sont là depuis bien longtemps. Si vous êtes des fidèles lecteurs de l'équipe, vous remarquerez les photos de Patrick Poutrou depuis bien longtemps. Donc ils souffrent de plaies multiples et profondes, mais pourront poursuivre le Tour, nous annonçait hier l'équipe de Gérard Porte. Alors à la suite de cet accident est née une polémique, car le directeur sportif de la Kelme, Alvaro Pigno, est considéré par les motards comme le responsable de cette chute. Et du côté des motards, on pensait même qu'il pouvait s'agir d'un acte volontaire. Vous savez qu'on arrive en fin de tour, la fatigue, la chaleur, la nervosité. On considérait du côté des motards que Alvaro Pigno avait eu un geste de nervosité, un geste agressif, et qu'il avait envoyé au tapis en quelque sorte la moto pilotée par Jacques avec Patrick Poutrou donc avec lui. Donc vous doutez qu'il y a une réaction assez violente des pilotes de moto, que ce matin on en a beaucoup parlé, que Jean-Marie Leblanc a donné un avertissement à Alvaro Pigno, mais pour les motards, eh bien, ce n'était pas suffisant et un vent de fronde s'est levé parmi les motards, et tout de suite je crois qu'on est en contact avec Jean-René Godard. Jean-René qui va nous expliquer où en est la situation et quelle est la position des pilotes moto. Je ne vous cacherai pas que si nous devons faire une analyse objective de la situation et de l'incident, vous voyez qu'actuellement nous n'avons que des images d'hélicoptères, puisque les motos images donc pour l'instant ne participent pas à la course. Vous voyez que toutes les motos se sont regroupées à l'arrière et que ni les photographes ni les caméramans pour l'instant n'acceptent de travailler dans ces conditions. Alors je le disais, on va vous faire une présentation objective de la situation, comme notre rôle de journaliste nous y oblige, mais je ne vous cacherai pas que pour avoir fait quelques tours en moto parmi ces garçons, eh bien c'est vrai que cette situation est difficile, dangereuse. Il y a souvent des accidents de moto et qu'on ne peut pas tolérer en effet des actes qui seraient de cette nature, enfin qui seraient volontaires. Mais enfin, on ne connaît pas l'essentiel du dossier, toutes les pièces du dossier. Jean-René, où en est la situation et quelle est la position des motards actuellement? Bonjour. Jean-René. Jean-René. Alors pour l'instant... Jean-Paul pour Jean-René. Ah non, c'est Jean-René, vous êtes à l'antenne Jean-René. Tu es où là Jean-Paul? Jean-René est à l'antenne, il ne m'entend pas visiblement, puisqu'il dialogue là avec Jean-Paul. Vous pourrez voir que s'il se vous voit à l'antenne, eh bien il se tutoie dans la vie, ce qui est finalement bon signe pour notre équipe. Jean-René, vous ne nous entendez pas? Jean-René, oui, Patrick, vous êtes à l'antenne, je vous ai entendu prendre des nouvelles de Jean-Paul. On a deviné que vous tutoyez Jean-Paul dans la vie. Mais bon, moi je vous demande, en vous voyant, quelle est la situation, quelle est l'attitude adoptée désormais par les motards du Tour de France? Alors écoutez, Patrick, nous allons pour l'instant parler au conditionnel. Nous devrions, dans les minutes qui viennent, avoir la possibilité de faire entendre aux millions de gens qui suivent France Télévisions et qui suivent le reportage en direct cet après-midi. Nous devrions leur faire entendre donc la position des différentes parties concernées
à savoir, premièrement, bien évidemment, la position des motards qui ont été très marqués, très touchés, très choqués par l'accident dont a été victime hier la moto de notre confrère l'équipe. Faire entendre également la position des directeurs sportifs à la suite de l'avertissement qui a été donné à Alvaro Pignot, le directeur sportif de l'équipe Kelmé, et puis faire entendre bien évidemment la position de la direction du Tour de France, en l'occurrence celle de son directeur général, Jean-Marie Leblanc. Voilà Patrick, si vous voulez la situation pour l'instant, nous allons nous porter à hauteur des différents protagonistes. On vous retrouve dans quelques instants, Jean-René, sur votre moto. Donc alors que pour l'instant, bien la course est en train d'évoluer un peu, puisque je vous le répète, il ne s'est rien passé. La première heure de course avait été très lente. Dans la deuxième heure, heureusement, 38 km 460 ont été parcourus. Nous en sommes actuellement à une moyenne de 32 km 600, alors que la moyenne prévue par les organisateurs était de 40 km/h. Voilà le profil de cette étape. Vous voyez que ce n'est pas une étape plane, mais une étape beaucoup moins difficile tout de même que celle qu'on a vécue hier. Alors Bernard, avant de nous intéresser donc à ces échappées qui se multiplient, je vous rappellerai quand même que Steinhäuser est toujours en tête. Il a été repris maintenant, mais il est toujours en tête dans un groupe avec Alonso, avec Jonker, avec N, avec Bartoli, avec Peronna, avec Hervé, Pascal Hervé, avec Breuking, Ferrigato, Voskamp et Salvato. On se retrouve donc avec un groupe de 11 hommes en tête. 11 hommes en tête, donc puisque Refin a été pris, il a été rejoint par 10 hommes. Voilà donc la situation de la course alors que nous passons à Saint-Étienne de Baïgorry, à 76 km de l'arrivée. Alors Bernard, une étape hier qui a fait beaucoup de dégâts, on l'a vu, 30 secondes d'écart actuellement. Et cette étape d'hier a laissé des traces sans doute et au moins a sans doute freiné les velléités des adversaires de Björn Norris. Il serait étonnant quand même que le podium soit bouleversé d'ici Paris. Oh, il y a peu de chances que le podium soit bouleversé d'ici Paris, puisque les écarts sont maintenant assez significatifs et qu'il sera difficile pour Richard Virenque de reprendre la seconde place d'Ulrich dans le contre-la-montre, puisque on peut présager qu'il n'y a que là qu'il y aura des différences. Et puis bien Virenque hier s'est mise à l'abri d'un retour éventuel de très bons coureurs contre la montre comme peuvent l'être Olano, Rominger, voire même Ougroumov. Petite question qu'on peut se poser quand même, Dufaux est juste derrière Richard Virenque. Entre les deux hommes, il n'y a jamais qu'une minute et 23 secondes, je crois, ou 33 secondes. Vous pensez que Dufaux peut aller chercher une troisième place ou est-ce qu'il y aura une entente dans l'équipe ? Oui, il n'y aura pas, je pense, non, il ne faudrait pas qu'il y ait d'entente. Il faut, de toute façon, Richard doit faire un contre-la-montre impeccable parce que ça peut déjà lui servir d'expérience pour d'autres courses futures, pour d'autres tours futurs. Et puis, eh bien, il faut aussi que, comment dire, lorsque l'on fait un contre-la-montre, il faut être très concentré. Donc, il faut toujours le faire au maximum de ses possibilités. Sinon, il pourrait y avoir un retour, pourquoi pas, ou de Luttenberger ou de garçons comme ça. Luttenberger n'est pas très bon contre-la-montre, mais il n'est jamais qu'à 27 secondes de Dufaux. Découvrez là les images du col d'Ispegui où les coureurs vont passer dans très peu de temps, puisque nous avons vu Saint-Étienne de Baïgorry, donc dans moins de 10 km. Ils arriveront au terme de l'ascension de cette difficulté classée en deuxième catégorie. Je le rappelle, si vous nous rejoignez, que nous n'avons pour l'instant que des images d'hélicoptères. L'hélicoptère que nous retrouvons là, pas d'image moto pour l'instant, à la suite d'un mouvement qu'on peut appeler mouvement de grève, donc de l'ensemble des motards du Tour de France à la suite de l'accident hier de Patrick Boutreau et Jacques Garcia qui ont été heurtés par la voiture d'Alvaro Pignot de la Kelmé. Alors je ne sais pas si le geste était volontaire, a priori c'est loin d'être une certitude, mais je crois que l'attitude d'Alvaro Pignot a un petit peu mis le feu aux poudres également, puisqu'il n'a pas pris de nouvelles des coureurs, que dis-je, de nos confrères qui étaient à terre hier. Donc je crois que c'est de cela qu'est née vraiment la polémique. Il y a vraiment un antagonisme, une opposition entre la voiture d'Alvaro Pignot et celle donc la moto de Patrick Boutreau et Jacques Garcia. Épisode ô combien regrettable qui nous prive pour l'instant des images moto. Alors Steinhäuser, qui avait lancé cette échappée, qui était parti seul, est lâché. Ils ne sont donc visiblement plus que 10
Alonso, Jonker, N, Bartoli, Perona, Hervé, Breukink, Ferrigato, Voskamp et Salvato. Ils sont 10 hommes en tête avec un écart pour l'instant à peine supérieur à 30 secondes. C'est Jonker visiblement qui fait le travail devant cette échappée. Patrick Jonker, le coureur australien de l'équipe Once, avec dans sa roue Alonso, l'équipier de Miguel Indurain. Miguel Indurain qui s'est exprimé ce matin au micro de Thierry Blanco. Alors que l'écart est maintenant de 50 secondes entre ces 10 hommes et le peloton. Et Miguel, à qui Thierry a demandé, ou a remarqué plutôt qu'il y avait beaucoup d'émotions hier entre le tenant du titre Miguel Indurain et le nouveau patron de ce Tour de France, Björn Ries. Miguel. Hier, ça a été un hommage très sympathique de la part de mes supporters et surtout de la part de Ries. Ces remerciements sont très gentils sur le Tour. Vous semblez respecter énormément sa victoire. Vous êtes content presque de la victoire de Björn Ries, vous l'avez salué. Il a démontré qu'il est le meilleur, le plus régulier sur tout le Tour. Bon, il reste encore 3 jours, mais tel que c'est parti, il n'aura aucun problème pour tenir le coup jusqu'à Paris. Miguel, déjà dans la presse, partout, on vous attend l'année prochaine. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous attendent? J'avais envie de bien faire cette année. Ça n'a pas marché aussi bien sur le Tour que dans d'autres courses, mais il reste encore une partie de la saison à faire, on verra. Je vais récupérer, il y a encore le Tour d'Espagne, les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde, beaucoup de dates. J'essaierai de faire ces courses du mieux possible et après, en hiver, je verrai si je continue 1 an ou 2 de plus, j'ai encore le temps. Bon, de toute façon, après le Tour, vacances avec Marissa et Miguelito? Je sais pas, je vais voir comment je m'en sors dans le contre-la-montre de Bordeaux. Si je suis bien, j'irai à Atlanta. Donc pas de vacances pour l'instant. En tout cas, cette interview, aussi intéressante soit-elle sur le plan émotionnel pour Miguel Indurain, est riche d'informations. Miguel qui envisage donc de continuer, qui envisage surtout de faire le contre-la-montre de samedi entre Bordeaux et Saint-Émilion à fond, alors qu'il y a une accélération là, vous le voyez, du coureur de la Once, Patrick Jonker. Eh bien, Indurain nous apprend donc qu'il ne part pas en vacances, qu'il va faire à fond le contre-la-montre de Bordeaux et qu'en fonction de son attitude dans le contre-la-montre, il ira ou non à Atlanta. Et ce serait quand même un coup dur pour les Jeux Olympiques si Miguel ne se rendait pas à Atlanta. Il a parlé également de sa participation au Tour d'Espagne, puisque vous le savez maintenant, le calendrier a été remodelé depuis l'an passé et les dirigeants internationaux ont eu la très belle idée de répartir mieux les 3 grands tours nationaux sur la saison, avec un Tour d'Italie au mois de mai, un Tour de France au mois de juillet et un Tour d'Espagne au mois de septembre. Et ça, c'est vrai que c'est une belle initiative qui permet à des coureurs qui manquent leur Tour de France, eh bien, d'aller avec des ambitions au Tour d'Espagne, à la Vuelta. Et puis il y a un rendez-vous aussi qui est important, on va en profiter pour le signaler, c'est le Grand Prix de Plouay. Le Grand Prix de Plouay, le Grand Prix Ouest-France, qui est vraiment une des plus grandes et plus belles courses françaises. Ouest-France, le Grand Prix, le dimanche 1er septembre. Alors qu'on a toujours une dizaine d'hommes en tête. Et que l'écart est maintenant d'1 minute 20. Pascal Hervé représentant le cyclisme français, si je puis dire, dans cette échappée. Le meilleur placé, le mieux placé au classement général étant Patrick Jonker de la Once à 33 minutes. Alors que Jean-René est avec nous maintenant avec notre ami Denis Clément, photographe de l'équipe également. Jean-René.
Oui, Patrick, je suis avec Denis Clément. Denis Clément qui va être donc dans un instant le porte-parole sur France Télévisions de l'ensemble des motards et de tous les passagers des motos du Tour de France, qu'elles soient des motos de l'organisation, des motos photographes, des motos caméramans. Bref, l'ensemble, c'est lui qui a été désigné donc pour s'exprimer en leur nom. Alors, Denis Clément, Patrick Chen a longuement rappelé bien évidemment les circonstances de l'accident d'hier dans la descente du col de Soudet, avec donc les blessures de Jacques Garcia et de Patrick Boudroux. Il y a eu donc depuis ce matin ce mouvement que nous avons expliqué. Pouvez-vous nous donner de fond de votre réaction et nous expliquer véritablement votre attitude depuis ce matin, votre position depuis ce matin? C'est bien simple. Nous attendions un peu de sévérité de la part de Jean-Marie Leblanc, directeur général du Tour de France. On se rend compte, après la gravité de l'accident d'hier, qu'il y a des sanctions à 2 vitesses, plus légères pour les directeurs de course et beaucoup plus sévères pour nous quand on fait une petite faute au niveau de la course contre un coureur ou quelque chose comme ça. Donc en signe de protestation, puisque le directeur sportif de la Kelme n'a pas été exclu de course aujourd'hui, nous avons refusé de travailler et nous assurerons un service minimum, c'est-à-dire que nous allons faire un pool de photos pour le monde entier qui diffusera une photo de l'arrivée, une photo du podium. Ça sera tout pour nous aujourd'hui. C'est tellement dangereux de rouler à moto sur le Tour de France. On prend tellement de risques, il n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Voilà. Voilà, donc c'est une position qui concerne la journée d'aujourd'hui, Denis, jusqu'au terme de cette étape à Hendaye. Tout à fait, pour le moment, on espère qu'il y aura quand même une sanction de prise à l'encontre du directeur sportif fautif. Qu'il l'ait fait exprès ou pas, on ne saura sans doute jamais la vérité, mais la faute était vraiment très grave, suffisamment grave pour prendre une sanction sévère. Voilà, Patrick, je pense que la position Elle est claire. Est très claire, expliquée par notre confrère, donc photographe de l'équipe, Denis Clément. Merci Denis. Nous allons donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Denis, nous sommes d'accord. Nous allons aller voir maintenant Jean-Marie Leblanc qui va s'exprimer au nom de la direction du Tour de France et bien évidemment le représentant des directeurs sportifs qui nous donneront chacun leur position, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Tout à fait, merci Jean-René. Merci Denis. Voilà, donc vous savez maintenant ce qui se passe sur le Tour de France et c'est vrai que... Bon, je ne sais pas comment vous ressentez tout cela vu de chez vous. Les réactions sont bien sûr très diverses dans ces cas-là selon votre sensibilité. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on doit reconnaître, c'est que ces motards et ces photographes, et ne voyez pas de la démagogie de notre part, ni un excès de camaraderie, mais c'est vrai que ce métier est difficile et qu'il y a tellement de complicité entre les coureurs et les motards, les photographes et les caméramans qu'ils font un petit peu tous le même boulot. Ils le font bien et c'est vrai que Jean-Marie Leblanc doit faire assurer le respect de certaines règles et qu'il y a de temps en temps des motos qui sont mises hors course une journée ou des avertissements, des blâmes parce qu'il y a une discipline dans ce Tour de France et que vous l'avez compris, l'ensemble des motards attendaient une prise de position peut-être un petit peu plus radicale. Mais peut-être la direction de Tour, enfin on le saura dans quelques instants, a-t-elle estimé que la faute n'était pas avérée et qu'un avertissement suffisait. En tout cas, c'est ce qui a déclenché cette réaction qui fait que vous ne suivez aujourd'hui le Tour de France qu'avec les hélicoptères. Alors un pool photographe, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a un photographe qui va être mandaté par tous les autres. Ce qui se passe généralement dans les voyages présidentiels, quand on ne peut pas avoir une troupe de photographes trop importante ou de caméramans, il y a un pool, c'est-à-dire qu'on désigne un représentant qui fait une photo et cette photo est diffusée dans toutes les agences. Donc demain, c'est la même photo que vous verrez sans doute dans tous les journaux pour ce qui concerne l'étape du jour. Alors que l'écart est de 1 minute 50. Alors que Melchior Maori est victime d'une crevaison à l'arrière. Ce groupe ne représente absolument aucun danger pour l'équipe Télécom. Et je pense si tout le monde veut travailler, si ces coureurs acceptent de rester ensemble encore à un bon moment, eh bien c'est une échappée qui a de bonnes chances d'aller jusqu'au bout. Mais vous savez, Patrick, lorsqu'un groupe arrive à une dizaine de coureurs, c'est le maximum après. Il suffit que l'un d'eux soit un peu plus fatigué, qu'il refuse le relais et ça sème la zizanie immédiatement. Alors que vous suivez cette image avec une caméra fixe, vous savez que lorsque les coureurs franchissent un col, ce qui est le cas dans ce col d'Ispegui ici, eh bien nous plaçons des moyens avec un quart intermédiaire. Eh bien c'est avec une des caméras de ce quart intermédiaire qu'on a attrapé, si je puis dire, l'échappée.
Jean-René? Jean-René, oui, je vois, enfin, je sais que vous avancez donc vers Jean-Marie Leblanc ou vers le responsable du directeur sportif. Est-ce qu'on ne peut pas envisager la question qu'on se posait pour les téléspectateurs? Un pool également pour une moto qui ferait des images pour le monde entier, pour la télévision. Alors, Patrick, là encore, je vais parler au conditionnel. Normalement, après avoir fait l'interview de Jean-Marie Leblanc, directeur général du Tour, et du porte-parole des directeurs sportifs, nous devrions avoir normalement des images du final de cette étape. Mais autorisez-moi bien sûr pour l'instant à parler au conditionnel. Je dis bien normalement, nous devrions. Ok. Donc l'échappée est en train de se développer tranquillement, j'allais dire. On jettera un coup d'œil tout à l'heure sur ce qui peut se passer à l'arrière du peloton, car on annonce déjà des coureurs en difficulté. Avec Jackie Durand notamment, qui connaît quelques problèmes pour suivre ce peloton que vous découvrez maintenant. Avec la caméra placée au sommet du col. Ce col d'Ispegui est assez difficile. On monte pendant près de 8 km et demi, un pourcentage de 6,5 environ. Ça fait donc un col qui est... Bon, le col par lui-même n'est pas très difficile, hein, mais après les efforts qu'ont dû déployer les coureurs hier, ça devient une journée dure. Il faisait très chaud hier, il fait de nouveau très chaud aujourd'hui. Et les coureurs qui n'ont peut-être pas tous très bien récupéré, eh bien, vont connaître des difficultés dans la montée de ce col. Et je ne suis pas surpris pour évoquer encore un peu le mouvement aujourd'hui qui anime les motards, les photographes, les caméramens. Je ne suis pas surpris de la solidarité qui règne dans ce groupe, car c'est vrai que lorsqu'on fait, c'est un peu comme pour les coureurs, hein. Lorsqu'on fait un métier comme ça, c'est vrai que les descentes de col, toutes les journées sur les motos, c'est aussi une sorte de performance. Lorsqu'on a un appareil photo ou une caméra au bout du bras. Et pour les pilotes, c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un derrière qui se contorsionne pour faire les meilleures photos, les meilleures images. Eh bien, il y a une certaine confrérie qui s'installe là, et je ne suis pas surpris de cette solidarité montrée par cette corporation. Jean-René. Oui, Patrick. Vous êtes avec Roger Leget, je crois. Oui, effectivement, avec Roger Leget pour entendre, bien évidemment, comme nous en sommes convenus tout à l'heure avec l'ensemble des pilotes, des photographes et des caméramans, entendre donc les trois versions, les trois positions, celle maintenant de Roger Leget au nom de l'ensemble donc des 22 directeurs sportifs de ce Tour de France par rapport à l'incident qui s'est passé, Roger, et bien évidemment par rapport à l'avertissement qui a été donné tout à l'heure par la direction de course à Alvaro Pigno. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs problèmes dans ce dossier. C'est vrai que les motos, les voitures, les directeurs sportifs, nous sont tous amenés à prendre quelquefois des risques, mais cela n'empêche pas la cohabitation et généralement c'est quelque chose qui se passe très bien. Cela dit, c'est vrai qu'hier, une chute grave, qui aurait pu être encore plus grave, est à déplorer. Ce que je regrette effectivement, c'est cette vie communautaire sur le Tour de France. Et effectivement, j'aurais souhaité qu'Alvaro Pino, pour le moins, s'arrête pour voir un petit peu ce qu'il se passait et peut-être après se renseigner hier soir, se renseigner ce matin, comme certains directeurs sportifs l'ont fait, auprès de nos amis photographes et motards sur ce Tour de France. Et je crois que c'était le minimum à faire. Alors concernant la décision de la Société du Tour de France, je sais que quelquefois ça a été plus vigoureux, plus dur. Je me rappelle de l'exclusion d'une journée de Yann Ras. Je me rappelle de l'exclusion de Søren Kimmer une journée parce que ses coureurs n'étaient pas descendus en vélo comme les autres. Et il y avait une exclusion. Aujourd'hui, la décision est un sévère avertissement. C'est vrai que quelquefois aussi, on le voit dans les communiqués,
certaines motos ont une exclusion d'une journée. Alors ça, effectivement, c'est la direction du Tour qui prend cette décision-là. Mais pourquoi cette solidarité des directeurs sportifs avec Alvaro Pigno? Alors que quand on vous entend, Roger, on a quand même l'impression que vous vous rendez compte qu'Alvaro Pigno n'a peut-être pas été au moins après l'accident. Sur l'accident, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais, mais au moins après, n'a peut-être pas eu l'attitude qu'il aurait fallu avoir sur le plan humain, quoi. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais alors pourquoi cette attitude des directeurs sportifs, cette solidarité derrière Alvaro Pigno après qu'il ait reçu cet avertissement? Il est très difficile. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je crois qu'il y a surtout une grande solidarité entre les directeurs sportifs et la presse et les motos qui vivent 3 semaines ensemble, toute l'année ensemble. Et ça, je crois qu'on ne peut pas enlever cette solidarité des directeurs sportifs par rapport à votre corporation, les motards, par rapport à la télévision, par rapport aux journalistes de presse, par rapport aux photographes. Et je crois qu'elle existe vraiment. Et alors c'est vrai que le Tour de France continue. C'est vrai que je souhaiterais effectivement qu'Alvaro Pigno vienne s'excuser de manière formelle auprès de vous et auprès du photographe de l'équipe et du motard. Eh bien, merci Roger Leget pour une opposition qui mérite évidemment de l'honnêteté, de la lucidité, Patrick, je crois. En effet, mais c'est vrai que Roger Leget défend du bout des lèvres son confrère. Bon, j'espère que chez vous, vous comprenez, je vais dire, la situation. C'est vrai qu'il faut replacer cela également dans un contexte de vie communautaire longue et difficile. Et c'est vrai qu'il y a des rapports qui s'installent entre les gens et que généralement ils sont bons, ils sont même excellents. Mais que là, un incident de ce type, et vous l'aurez compris même dans les propos de Roger Leget, alors qu'il y a des coureurs en difficulté, ou qui tentent en tout cas de revenir sur le groupe. Oui, ce sont des coureurs qui reviennent sur les 10 plutôt là. Peut-être Alberto Eli avec son maillot MG. Alors là, on se retrouve donc toujours avec les 10 coureurs. Alonso, Jonker, N, Bartoli, Perona, Hervé, Breukink, Ferrigato, Voskamp et Salvato. Et puis derrière, je crois que c'est Alberto Eli là, qui revient, qui serait donc le 11e coureur à faire partie de ce groupe, sauf erreur. Oui, c'est bien lui. Il y a déjà Bartoli devant pour la MG. Il y aura 2 MG maintenant. On se retrouve donc avec 11 coureurs. Il y a fait un effort solitaire là pour revenir sur la tête. Alors qu'actuellement c'est Breukink qui emmène devant Alonso, devant Pascal Hervé, devant Jonker, devant Ferrigato. Et au bout d'avant, on voit encore d'autres coureurs qui sont en train d'essayer de s'intercaler et de revenir sur les échappées à la faveur donc de l'ascension de cette côte, de ce col, même le col d'Ispegui. Superbe col classé en 2e catégorie. Voici donc Hervé, Breukink, Ferrigato, Jonker, N qui représente la Télécom à l'avant. Il y a également Salvato. Alors Pascal Hervé, comme dans un clin d'œil pour défendre le maillot à poids, absolument pas mis en difficulté d'ailleurs ici de Richard Virenque, eh bien il a mis un point d'honneur, Pascal Hervé, à passer en tête. Alors au sommet de ce col, on n'a pas vu le coureur qui était intercalé juste derrière. Il y a un coureur qui est en train de revenir. Vous voyez tout au fond de l'image là-bas en haut à gauche. Si on pouvait voir alors qu'on retrouve avec la moto une chute derrière, semble-t-il, les coureurs repartent. Ah, c'est Thibaut ça. Difficile de la reconnaître, les Motorola avec leur coupe de cheveux nouvelle, mais sans aucun doute c'est Thibaut qui s'est également intercalé donc. Il va passer à 1 minute. Il peut revenir, c'est la limite, mais Bruno peut revenir. Est-ce qu'il va avoir le concours? Il a souffert dans la montée. Un autre coureur, c'est Bruno Boscardine.
Alors Eli était revenu dans le groupe de tête, Thibaut est toujours intercalé. Et puis notre coureur. Alors que là on retrouve le peloton avec toujours notre caméra fixe. Dufaux en tête de ce peloton, Luc Leblanc, Sorensen. En deuxième ligne on retrouve Richard Virenque, Björn Ries. Juste derrière Richard Virenque, attentif tout de même, il y a le deuxième du classement général, Jan Ullrich. Et puis Laurent Brochard n'est pas loin. Laurent Madouas, le maillot vert de Zabel. Puis derrière Simon un petit peu en difficulté, Vanzella. Il est temps d'arriver à Paris pour bon nombre de ces coureurs. Il y a du Bourgeot qui avait ouvert entièrement le maillot pour essayer d'aérer un petit peu plus. Richard qui protège donc deux de ses équipiers, Bartoli et Eli. Pascal Richard. Oui, pas Richard Virenque. Richard Virenque. On a vu Escartine également avec son maillot vert de la Kelmer. Il y a Luc Leblanc qui passe un petit peu passe en tête du peloton, je crois. Oui, il est passé. Mais il n'y avait plus beaucoup de points à marquer puisqu'il y avait déjà 13 coureurs qui étaient passés. Fondriest. Potensana aussi vient de passer. Vanzella. Cédric Vasseur. Moncassin. La chaleur toujours très présente sur ce Tour de France. Tour de France très éprouvant. Très éprouvant pour les coureurs. On l'a vu avec un nombre d'abandons assez considérable. Puisque aujourd'hui on compte 69 abandons depuis le début du Tour. C'est quand même un chiffre très important. Un Tour qui a été très éprouvant pour les organismes. Avec le froid qui nous a accompagnés pendant les 8 premiers jours, puis la grande chaleur, les conditions les pires. On ne pouvait pas avoir pire dans ce Tour de France. Donc ça explique que le peloton des coureurs est très fatigué et le peloton des suiveurs également. Peloton qui vit mal donc cet épisode que nous résumions au début de ce reportage et dont on reparlera tout à l'heure, donc de ce mouvement de grogne, de colère même, des motards et des photographes et caméramens de ce Tour de France. Très éprouvé également. Et c'est vrai que l'accident de Patrick Boutroux et Jacques Garcia hier aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Même Gérard Porte nous a dit qu'il avait eu très peur au début, car les blessures étaient très profondes et très spectaculaires, mais qu'heureusement Patrick et Jacques ont pu rester parmi nous dans ce Tour. J'avais vécu d'assez près l'épisode Yann Ras puisque j'étais à l'époque sur la moto. Et c'est vrai que là aussi les motards et les photographes et les caméramans avaient fait preuve, et les commentateurs avaient fait preuve d'une grande solidarité. Je le répète, ce métier, ce qui fait un peu l'identité du cyclisme d'ailleurs, à la fois pour le peloton et pour les suiveurs. J'en parle souvent avec les commentateurs ou les journalistes qui suivent des sports comme le football par exemple. Bien sûr qu'il y a une sorte de camaraderie qui s'installe, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une tribune commentateur, on se voit avant le match, on se voit après, alors que là on vit ensemble pendant 23-25 jours. On se retrouve ensuite pour les spécialistes qui suivent les courses au Tour d'Italie, ensuite on se retrouve au Championnat du Monde, on se retrouve aux Jeux Olympiques, on se retrouve au Tour d'Espagne. On arrive à passer, souvent les suiveurs plaisantent ainsi, ils s'aperçoivent ensuite avec leur motard, les photographes disent je passe plus de temps avec toi qu'avec mon épouse. Mais c'est vrai, car ils passent des heures et des heures ensemble, car après l'arrivée, eh bien la vie continue, il faut encore aller faire suivre la moto mécaniquement. Et c'est vrai que ce sont ça devient puis le soir dans les restaurants, je ne parle pas de l'ambiance, ce sont des gens qui généralement savent vivre. Et donc lorsque l'un d'entre eux est mis à terre, comme ça a été le cas hier, ça fait un traumatisme bien compréhensible. Et j'ose le dire, bien légitime.
Petit mot sur le programme de la journée. Donc nous venons de passer Saint-Étienne de Baïgorry, puis le col d'Ispegui. Nous sommes donc en France et au sommet du col d'Ispegui, mais nous sommes repassés en Espagne pour passer par Eratzu, Bozate, Puerto Oxando, qui va être la deuxième grande difficulté de ce final, puisque le sommet est placé à 47 km de l'arrivée et classé en deuxième catégorie. Et ensuite, eh bien, nous reviendrons en France par Dancharia, Ainoa, Sarre, le col de Saint-Ignace, Asquin, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, Urugne, Andaille. Et ce sera l'arrivée ici sur cette belle ligne droite, ce boulevard de la mer, juste en face de chez Serge Blanco, qui est aujourd'hui, qui suit l'étape bien sûr, avant de s'envoler pour Atlanta. Journée particulière aujourd'hui sur le Tour de France, déjà parce qu'il y a une certaine je vais dire décompression, voire dépression après la journée vécue hier. Le Tour sans Paris. Et une autre circonstance particulière, bien ça fait un an jour pour jour que l'accident de Fabio Casartelli a eu lieu, un an jour pour jour, donc que le Tour de France avait vécu une de ses plus sombres journées, avec la disparition de Fabio Casartelli dans les circonstances que vous connaissez. Il n'est pas vraiment utile de préciser que tout le monde a aujourd'hui, plus que les autres jours encore, une pensée. Et je vous rappelle que le prix du meilleur jeune du Tour, puisque Fabio était un très jeune coureur, c'est un champion olympique, et bien le prix du meilleur jeune porte le nom de Fabio Casartelli et sera remis dimanche sur les Champs-Élysées par sa veuve et en présence de son enfant. Donc ce sera encore une... Alors quand je parle de circonstances particulières, nous venons d'apprendre une nouvelle et vous avez entendu confirmation pour l'annoncer, et je viens de l'annoncer à Bernard Thévenet. Et Bernard, je sais que cette nouvelle vous touche plus que tout autre, et j'y vois un symbole assez étonnant. Un an jour pour jour après la mort de Fabio Casartelli, on vient d'apprendre la mort de Fuente. Ouais, je suis très touché parce que il y a plusieurs jours déjà, on savait que Fuente allait vraiment très très mal. C'était vers Arquesnan. Pardon Bernard, on va peut-être rappeler qui est Fuente, peut-être pour les jeunes téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, eh bien Fuente était l'un des grands grimpeurs des années 70. Nous avons parlé tout à l'heure en attendant le Tour dans la rétrospective du Tour 73. José Manuel Fuente avait remporté le Tour d'Espagne en 74, la Vuelta, d'une fort belle façon. Il avait terminé 3e du Tour de France en 73. Je crois qu'en 74 également, il avait fait une très grande performance au Tour d'Italie. Il avait mis Merckx en danger. Et Merckx n'avait sauvé le maillot rose et remporté le Tour d'Italie que dans les toutes dernières étapes. C'était vraiment l'un des derniers prototypes des super grimpeurs. C'est un garçon qui avait un double ou même le triple démarrage dans les cols, était capable de produire un premier effort, de récupérer très rapidement, de refaire un second effort. Il ne fallait surtout pas commettre l'erreur d'essayer de le suivre. Il fallait essayer de reboucher au train. Mais puis c'était un garçon qui était très espagnol, était très impulsif.
Et j'avais eu l'occasion de le revoir l'année dernière parce qu'on savait qu'il allait très mal. Il était en dialyse et nous lui avions rendu un hommage qui avait été rendu par toute la ville d'Oviedo et ses amis d'Oviedo. Et il y avait là Félix Gimondi, il y avait Eddy Merckx, il avait tenu à ce que ces grands rivaux du passé soient présents. Et puis en début du Tour de France, j'avais eu des nouvelles alarmantes par Enrique Sima, un ancien coureur qui est maintenant journaliste. Et puis là, ces derniers jours, il semblait que ça allait un petit peu mieux, que ça allait beaucoup mieux. Il avait subi une transplantation il y a 3 semaines environ. Et ça s'est mal passé au début, puis maintenant ça allait mieux. Et bien, nous en parlions tout à l'heure en attendant le Tour, parce qu'il y a 2 grands acteurs de ce Tour 73. C'était tout à l'heure la rétrospective du Tour 73. Il y a 2 grands acteurs qui sont disparus, Luis Ocaña et José Manuel Fuente. C'est une page du cyclisme des années 70 qui se referme. Voilà, journée particulière donc sur ce Tour de France, vous l'aurez compris. Avec le maillot jaune toujours aussi serein. En tout cas, ce Tour restera quand même, pour ce qui concerne le sport, une édition dont on se souviendra. Regardez ces 4 coéquipiers de Miguel là. Enfin, il y a même Miguel d'ailleurs au milieu. Le moment était fort hier, hein, les adieux de... Enfin, les adieux, ouais. Que dis-je? La passation de pouvoir, c'est un lapsus. La passation de pouvoir de Miguel Indurain à Björn Risch sur ce podium de Pampelune, c'était un moment fort aussi. Hein. C'était un moment extrêmement émouvant. C'était une sorte de passation de pouvoir. Est-ce qu'elle est définitive ou momentanée? Là est la question. Parce que pour revenir à ce que disait Miguel Indurain tout à l'heure dans le petit bonbon, l'incrustation, je pense que Miguel était venu au départ de ce Tour de France avec beaucoup d'ambition et d'ambition légitime. Nous l'avions vu il y a 1 mois dans le critérium du Dauphiné libéré, et il était très très fort. Il nous avait surpris par sa force, par l'ampleur de son travail dans la montée du col d'Izoard. Et à ce moment-là, eh bien, on pensait vraiment que Miguel allait être l'un des plus forts de ce Tour de France. Et je ne suis pas étonné que Miguel ait envie de revenir ou dans le Tour d'Espagne ou dans le Tour de France l'année prochaine, parce qu'on peut penser qu'il n'a pas été battu vraiment sur sa propre valeur. C'est vrai qu'au Dauphiné, il avait impressionné tout le monde et que la plupart des observateurs au soir de cette fameuse étape de Briançon disaient que Miguel Indurain ne pourrait pas être battu dans le Tour de France. Oui, c'était une opinion générale. L'opinion était que Miguel Indurain redevenait vraiment le grand favori de ce Tour de France. Et puis, bon, n'oublions pas non plus ses victoires à la bicyclette basque, au Tour d'Alentejo, quelques courses à étapes qui n'avaient peut-être pas un lot, où il n'y avait peut-être pas un lot très relevé d'adversaires, mais il fallait quand même être présent. Certainement que Miguel, après l'arrivée du Tour, on pourrait même dire après le contre-la-montre de Saint-Émilion, puisque c'est là qu'il y aura vraiment un test pour lui, et bien après le contre-la-montre, il se soumettra certainement à des examens pour essayer de détecter d'où vient cette baisse de performance en 1 mois à peu près, en 1 mois et demi. Jean-René nous appelle. Oui, Patrick, je veux simplement vous expliquer, Patrick, que dans un instant, nous serons avec Jean-Marie Leblanc, et vous expliquez aussi que si le délai de temps a été si long, il faut tout simplement savoir que les interviews de Denis Clément puis de Roger Leget ont été effectuées dans l'ascension, bien évidemment, du col d'Ispegui, qu'ensuite il était difficile à la fois pour la moto son et la moto image de doubler l'ensemble des concurrents des voitures, qu'il y avait ensuite une descente très sinueuse, relativement dangereuse, et que la sécurité nous obligeait à attendre le bas de cette descente pour effectuer ce dépassement et aller nous positionner avec Jean-Marie Leblanc, qui est lui avec les échappés qui sont plusieurs minutes devant le peloton. Voilà, c'était simplement une explication technique, et nous allons dans un instant être avec Jean-Marie Leblanc. On a assisté pendant ce temps au dépannage
donc de Eli qui, son directeur sportif n'est pas derrière lui. Donc vous aurez remarqué que c'est la voiture neutre qui lui a donné un vélo. Donc il est sur un vélo qui n'est pas du tout à ses côtes. On lui a sans doute donné un vélo le plus proche possible de son gabarit. Mais il a un vélo jaune qui est aux couleurs de la marque qui assure le dépannage neutre. Alors que les poursuivants reviennent à 1,05. Alors par les poursuivants, alors que le peloton est à 4,50. Les poursuivants, c'est Thibaut et Boscardine, visiblement. Les deux coureurs qu'on a vus tout à l'heure au sommet du col d'Ispegui. Et il a bien fait de changer de vélo. C'est Eli ou Bartoli, je ne sais pas, c'était Eli qui a changé de vélo. Je crois que c'est Eli, mais... En tout cas, il a bien fait de changer de vélo parce que l'allure est assez vive et seul, ça lui aurait été difficile de revenir. Oui, c'est Eli, là. Bartoli est devant lui. Eli, il a un casque, je crois. Ça doit être Eli. En hélicoptère, c'est un petit peu plus dur qu'avec les motos. Il faut bien l'admettre. Donc la situation de la course, si vous nous rejoignez seulement, il y a actuellement 11 hommes en tête. Alonso de la Banesto, Jonker de la Once, N Telecom, Bartoli MG, Perona d'Aguewis, Hervé Festina, Breukink Rabobank, Ferrigato Rosloto, Voskamp TVM, Salvato de la Refine, Eli de la MG. Ces coureurs qui sont 12 donc plutôt, puisqu'il y a également Foy que je ne vous ai pas cité, le plus jeune coureur du Tour de France, qui est là également. Derrière lui, derrière eux plus exactement, deux hommes à 1,05. Il s'agit du français Thibaut et de l'italien Boscardine. Et derrière, on retrouve le peloton à 4 minutes et 50 secondes. Bruno Boscardine, donc, qui est en train de tenter de revenir en alliant ses efforts au français Thibaut de l'équipe Motorola. Motorola qui ne repartira pas l'an prochain. Ça fera sans doute un vivier pour former les nouvelles équipes dirigées par Marc Madiot avec la Française des Jeux et Cyril Guimard avec Cofidis. Voici le groupe des 12 hommes. Et voici le peloton. Alors, il y a une nouvelle ascension, donc le Puerto Oxondo dans quelques kilomètres. Et ensuite, nous serons à 47 km de l'arrivée. Et là, ça devrait aller très vite. Je ne sais pas si les équipiers des sprinteurs auront intérêt à tenter de regrouper tout le monde. Pour l'instant, l'équipe Télécom a N devant. Donc je ne pense pas que leur intérêt soit vraiment d'aller chercher ce groupe d'échappés pour favoriser le sprint de Isabelle. Ligan aurait intérêt à rouler pour ramener le peloton, pour favoriser un sprint pour Moncassin, ancien maillot vert, alors que les coureurs ont entamé l'ascension de cette dernière difficulté qui est une des dernières difficultés du Tour. Oui, il y a encore deux petites côtes de 4e catégorie. Il y en a une, alors que je vois Jean-René, je crois, aux côtés de Jean-Marie Leblanc.
Jean-René. Oui, Patrick, je suis effectivement aux côtés de Jean-Marie Leblanc. Nous attendons l'arrivée de la moto Image, comme cela a été prévu tout à l'heure lors de la réunion de l'ensemble des pilotes moto. Dès que la moto Image sera à nos côtés, nous ferons l'interview de Jean-Marie Leblanc. Et ensuite, donc, nos amis qui assurent le direct, caméraman et motard, m'ont dit qu'ils devraient normalement se mettre en place pour assurer ils me l'ont confirmé il y a un instant, pour assurer donc la retransmission de la fin de cette étape. Nous attendons l'arrivée de cette moto Image. Je vous répète les difficultés. Nous étions tout à l'heure dans l'ascension du col Spegui, oui. Ensuite dans la descente, Patrick, c'est ce qui explique ce délai de temps, bien sûr. Bien sûr, on avait bien compris, il n'est pas facile de rejoindre un groupe qui en plus a 4 minutes 50 d'avance sur le peloton. On est toujours avec le groupe là, avec N en dernière position, et c'est bien légitime puisqu'un coureur de l'équipe du maillot jaune n'a pas bien sûr à participer à une échappée. Ça fait partie des règles tacites. Ouais, même si les coureurs composant l'échappée ne représentent aucun danger pour le maillot jaune, c'est une règle tacite où on admet que l'équipe du maillot jaune doit faire énormément de travail pendant la course, et bien donc là elle n'a pas à travailler. Et puis en principe l'équipe du maillot jaune roule dans le peloton, et c'est évidemment un non-sens tactique d'avoir des garçons qui roulent dans le peloton et d'autres qui roulent dans l'échappée. Se passent les bouteilles d'eau récoltées au bord de la route. Ce sera moins vrai maintenant dans les étapes à venir, encore qu'il reste encore 2-3 jours. Mais pour les autres années, c'est vrai que si vous êtes sur le bord de la route dans le Tour de France, c'est toujours de bon ton de donner de l'eau fraîche. Pas trop fraîche d'ailleurs, pas de l'eau glacée, mais si vous avez une petite glacière avec une bouteille d'eau à une température agréable, plutôt que de courir à côté du coureur avec un appareil photo, vous lui passez une bouteille, ça vous fera un bon souvenir, ça fera un bon souvenir aussi au coureur. Et puis quand vous les croisez quelques années plus tard, vous lui dites c'est moi qui vous ai passé une bouteille d'eau dans tel col. Ça crée des liens en quelque sorte. Si le coureur est courtois, il répondra je m'en souviens. Parce que... je m'en souviens très très bien, la bouteille était en plastique. Lorsqu'on prend une bouteille, on est vraiment très content, ça c'est vrai. Hein. Lorsqu'on trouve de l'eau fraîche dans un col, on est vraiment très très content, mais on ne peut pas reconnaître les gens qui nous abreuvent. Mais c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très gentil. Et bon, il faut préciser aux coureurs si ce n'est pas de l'eau que l'on peut boire, c'est-à-dire si ce n'est pas de l'eau minérale, si c'est de l'eau que vous avez récoltée dans un ruisseau ou un torrent, il faut le préciser au coureur hein, qu'il ne peut pas boire cette eau, il peut seulement s'arroser avec. Le peloton est pointé à 5 minutes 50 maintenant, dernier écart. 5 minutes 50 et nous sommes à 49 km de l'arrivée avec les coureurs de tête. 1 minute pour les poursuivants qui ont intérêt à revenir le plus vite possible. Oui, mais justement, ça ne revient pas vite hein, pour les poursuivants, malheureusement. Ils avaient 1 minute 05 tout à l'heure, 1 minute maintenant. Ça risque d'être difficile pour nos deux hommes, Thibaut et Boscardine, d'autant que Boscardine n'a pas un intérêt vraiment important à revenir sur Hervé, sauf peut-être pour le classement par équipe. Si, dans l'optique du classement par équipe, il a intérêt à revenir, oui. Tout à fait. Tiens, un petit coup d'œil sur les gains des coureurs et des équipes. Après l'étape de Pamplune hier, vous savez, il y a des gains journaliers pour les étapes, pour les rentes, maillot jaune, maillot vert, etc. Ensuite, il y aura le gain du vainqueur du Tour, supérieur à 2 millions de francs. Eh bien, sachez que l'équipe Télécom a déjà gagné 587 300 francs. Donc, ça commence à faire de l'argent. Les Festina sont deuxième au gain avec 478 000 francs. Ensuite, on retrouve les Rabobank, qu'on a beaucoup vu dans ce tour. 316 000, les TVM, les GAN 267 000 grâce à leur début de tour qui avait été époustouflant. Et puis si on descend, on se retrouve en dernière place avec l'équipe Lotto qui
l'équipe Lotto qui n'a gagné que 24 000 francs. Alors quand on est avec, je sais pas combien il reste, au moins 6 coureurs chez Lotto, 24 000 francs divisé par 6, ça fait quand même pas beaucoup, hein. Ça fait 4 000 francs par personne. 4 000 francs chacun. J'espère que leurs salaires sont corrects. Desquels 24 800 francs, il faut retrancher les amendes qui, elles, sont données en francs suisses. Donc vous voyez que pour l'instant, les lotos ne touchent pas le gros lot. C'est en forme, là. Ok, l'étape est commencée depuis un moment. Vous êtes bien échauffé. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Que l'équipe Aubert a gagné 95 000 francs, près de 100 000 francs. Et grâce surtout à la victoire d'étape de Cyril Sauvrin. Et ils sont plus que 3 Aubert. Alors, pour donner peut-être comment ça se passe? une petite précision, eh bien, soit on admet, on dit après tout le monde a participé, on partage entre tout le monde, soit on partage au prorata des étapes parcourues, c'est-à-dire qu'on additionne le nombre d'étapes qui ont été parcourues par les coureurs. Et puis on sait qu'une étape, eh bien, ça vaut, je sais pas, 1000 francs par exemple. Et celui qui a fait 20 étapes, il a 20 000, celui qui a fait 10, il a 10 000. Très bien. Là, par exemple, pour Robert Villiers, on fera peut-être pas ça pour Sauvrin, parce que c'est lui qui a gagné l'étape. Non, je pense pas. Donc je pense quand même qu'on lui donnera une part entière. Une part entière. Jean-René. Oui, Patrick, je suis avec Jean